le Club Imo. Et au Club Imo ce matin, c'est Olivier Marin et Éric Tréguier qui viennent de me rejoindre. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric. Éric Tréguier pour Challenge, Olivier Marin pour Propriété Le Figaro. Comme chaque semaine, on va ensemble parler immobilier, brosser un petit peu l'actualité, les grands thèmes qui font bouger un petit peu ce monde. On démarre presque comme à chaque fois, Olivier, avec vous et les principaux indicateurs. Oui, Cédric, des indicateurs, et là on va démarrer par, ça concerne beaucoup de gens, ce sont évidemment les étudiants. Il faut savoir qu'il y a près d'1,5 million d'étudiants qui recherchent un appartement entre juin et fin septembre. On sait que c'est un poste de dépense, notamment pour les parents, qui est assez important. Et cette semaine, effectivement, dans l'actualité, en fait, Location étudiant, site internet, a sorti un baromètre sur l'évolution des prix des loyers pour les étudiants. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait ce baromètre, il regroupe différentes données qui vont des annonces, 50 000 annonces de studios et de 2 pièces qui regroupent des annonces de particuliers, des annonces d'agences immobilières et puis surtout de résidences étudiantes dans 42 villes en France qui sont concernées. Alors dans le domaine, il y a évidemment de très fortes disparités. Alors exemple, pour un studio à Rouen à 400 € par mois, il faut débourser le double à Boulogne-Billancourt, on est à 810 € par mois. En région parisienne, là où les prix des studios sont les moins chers et qui ont connu, selon l'enquête, les plus fortes baisses sur un an. Alors, on signale Asnières-sur-Seine et Clamart, qui sont autour de 650 € par mois. Légère augmentation des loyers à Vincennes, à Versailles et Courbevoie. Et puis en province, alors là, les loyers baissent ou se stabilisent. Les moins chers sont à Agen et Dijon, 302 € pour un studio. Seuls Clermont-Ferrand, Bordeaux, Orléans et Le Havre voient leur loyer de studio augmenter de plus de 3% sans dépasser les 480 € Et puis, petite chose, Nice est la seule ville qui dépasse la barre des 500 € pour un studio. Voilà. Toutes les informations sur le site locationétudiant.fr où vient un article du Figaro étudiant. Et puis avant de payer, il faut trouver un logement. Et il faut quand même signaler quelques sites importants spécialisés dans les recherches. Il y a Location étudiant, bien sûr, mais il y a aussi Studapart, logeétudiant.com, Locavis, Adel, et puis tous les nouveaux concepts autour de l'échange d'appartements, Study Enjoy, et puis la colocation avec les personnes âgées. Ça marche pas mal, hein, en échange de services. Là, il y a un site qui s'appelle agvivre.org. Voilà, il y a pas mal de choses dans le domaine. C'est vrai que c'est totalement d'actualité, ce logement étudiant. Pourquoi est-ce qu'on construit pas moins cher pour les étudiants, Éric ? Déjà, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on construit pas davantage pour les étudiants ? D'abord, il y a des histoires de budget. Et puis, quand on regarde bien comment se logent les étudiants, il y en a un tiers qui loge chez les parents, un tiers qui logent dans des locations normales, 10 à 11% qui logent en colocation, et seulement 10% qui sont dans les résidences universitaires. Donc, je lance un appel au gouvernement, à lancer un plan de construction massif. Ouais. Là, il y a des annonces qui ont été faites, mais elles sont insuffisantes. On a 1,5 million d'étudiants qui cherchent. On a, grosso modo, 350 000 places à leur offrir. Donc, c'est un bazar pas possible. C'est-à-dire que c'est pas un choix de ne pas aller dans ces résidences universitaires, c'est vraiment un manque de place. Elles sont full, complètement saturées. Et donc les gens sont obligés d'aller chercher sur le marché normal, le marché privé, des biens qui sont pas forcément plutôt adaptés à leur situation. Alors les constructeurs, les promoteurs sont en train de sortir des sites, des nouvelles constructions, des programmes. Il y en a à peu près 80 qui sont actuellement en cours de commercialisation, offerts aux étudiants, mais c'est bien sûr insuffisant. Et le problème, c'est que c'est assez cher, parce que c'est des constructions qui se font aux normes moderne, c'est-à-dire BBC, tout ça. Et construire pour les étudiants, c'est spécifique parce qu'il faut réussir à concentrer dans un petit studio tous les besoins essentiels, des besoins d'un locataire normal, plus un environnement adapté aux études avec donc un bureau, etc. C'est pas simplement une chambre, c'est quelque chose, un concept très compliqué, avec en plus beaucoup d'espaces communs qu'il va falloir aménager. Et donc ça coûte très cher. Aujourd'hui, quand on produit un logement étudiant, ça coûte entre 35 et 50% plus cher qu'un logement classique.
Pourquoi alors dans ce cas-là, autant de constructeurs sont en train de s'intéresser à ce marché-là? Parce que c'est un marché qui rapporte et sur lequel il y a beaucoup d'acheteurs investisseurs. Parce que en face, il y a des acheteurs qui cherchent à rémunérer leur épargne. C'est comme les résidences de tourisme, les EHPAD. Et puis alors, contrairement aux résidences de tourisme, on se dit, des étudiants, il y en a beaucoup, il y en aura toujours. Il y a un énorme déficit, alors que des résidences de tourisme, parfois, on en construit au milieu des champs et on sait très bien qu'elles auront du mal à se remplir. Alors que les résidences étudiantes, on sait qu'il y a une demande qui est phénoménale et en plus, il y a un rendement qui est assez élevé, aux alentours de 5%. Ah oui, quand même. Ça fait un peu rêver quand on sait le rendement aujourd'hui du livret A, même compte tenu des impôts. C'est ça. Et en plus, le risque, entre guillemets, de faillite de l'opérateur est assez... Déjà, et puis en plus, il n'y a pas de risque de l'étudiant. L'étudiant est tellement content d'être là qu'il va faire des pieds et des mains pour continuer à payer. Les parents sont caution très souvent, donc il n'y a aucun problème. C'est un bonheur pour le faut juste s'y mettre, promoteur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de promoteurs qui aimeraient en faire davantage que... Ils sont en train de passer d'un monde où on construit des bureaux, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais le marché des bureaux est un petit peu saturé, vers ils aimeraient bien construire davantage de résidences étudiantes. Alors qu'est-ce qui bloque? C'est le foncier qui manque? Le foncier manque, bien sûr, et puis après, il y a un tas de demandes spécifiques qu'il faut faire. Un coup, s'il y a des investisseurs qui sont là pour répondre présence... Il faut 2 à 3 ans pour lancer une résidence aujourd'hui. Oui, il y a juste, effectivement, Eric a entièrement raison. Alors, il y a quelques promoteurs qui se lancent sur la piste. Il y a notamment Next City avec le concept My Coloc. En fait, au dernier étage, dans les derniers étages, en fait, c'est plus ou moins modulable après pour les étudiants. Il y a notamment des programmes du côté d'Aix-en-Provence, dans le sens. Et puis, je crois que Vinci Immobilier avec Student Apart aussi fait pas mal de choses dans le domaine, mais il n'y en a pas suffisamment, il n'y en a pas assez, évidemment. Toujours dans les chiffres, Olivier, puisque vous êtes l'homme de nos chiffres. C'est quoi? C'est la baisse de taux, encore une fois? Ça a été, il n'y a pas eu de vacances pour les taux, il faut le savoir quand même. Ceux qui se reviennent maintenant, il faut qu'ils le sachent, évidemment, les taux ont continué de baisser cet été dans le sillage des emprunts d'État à 10 ans. Alors, les taux fixes hors assurance s'établissent en moyenne, où en est-on, à 1,55, toute durée confondue. Ça, c'est selon l'Observatoire Crédit Logement. On était à 1,60 en juin, on était à 1,77 en mai, on était à plus de 3% en décembre 2013. C'était il y a pas si longtemps. Et donc, on a des taux évidemment extrêmement intéressants. Alors, la nouveauté cet été, on s'est rendu compte, on avait dit que ça s'était calmé du côté des renégociations de crédit. En fait, c'est reparti de plus belle. En fait, la Banque de France, le c'était inévitable. Au niveau du mois de mars, ça représente près de 38% de la production de crédit. Depuis le début de l'année, les taux ont chuté de 0,8. Et puis, je pense que la situation, elle devrait perdurer. Beaucoup de banques vont commencer à attaquer leur bilan. Il y a une nouvelle clientèle à capter. Il faut aussi garder la sienne. Et puis, on va arriver dans ce deuxième temps fort de l'habitat après le printemps. C'est le mois d'octobre, puisqu'il va y avoir une prolifération de salons immobiliers à Paris, à Toulouse, à Marseille, à Montpellier, où là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont quand même trouver chaussures à leur pied, vouloir acheter une maison, vouloir un financement, donc demander derrière un financement. Eric, vous nous avez déniché un écart surprenant entre 2 points, pourtant distant de seulement quelques grosses dizaines de kilomètres, une petite centaine de kilomètres. Oui. Alors d'un côté, on a à Londres un des biens les plus chers actuellement mis sur le marché. Ça s'appelle Admiralty Arch. C'est une résidence assez extraordinaire, 1200 mètres carrés. Elle est actuellement en vente, c'est négociable, pour 180 millions d'euros. Voyons. 1200 mètres carrés, 180 millions d'euros. Vous êtes en train de faire le petit calcul dans votre tête. Ça fait 100 000 euros du mètre carré. Pas mal. Voilà. Et donc... c'est là où bossait Churchill, c'est ça? Oui. Churchill, Lord Mountbatten. Ian Fleming aussi a travaillé là. Il était en train d'élaborer les scénarios des James Bond et il travaillait à la Navy Intelligence, c'est-à-dire les services secrets de la Navy, et il faisait du codage, de la surveillance, et pendant qu'il travaillait, il était en train d'élaborer aussi ces scénarios. Et c'est là que ça s'est passé. C'est vraiment un bâtiment historique. C'est un bâtiment à travers. Ce sont des arches, et sous ces arches passe le carrosse royal à chaque fois qu'il y a des parades. C'est juste au-dessus que passent les avions lors des fêtes nationales qui lâchent leur fumée bleu, blanc, rouge, parce que c'est aussi les couleurs de leur drapeau, ne l'oublions pas. Et donc, malgré le Brexit, je pense qu'il n'aura pas trop de mal à trouver preneur. Et alors le compas, il va jusqu'où après? Puisque là, on a trouvé le plus cher.
Ben voilà, le compas, il va à 1 euro. 1 euro pour une maison. Et ça, c'est une offre de la mairie de Roubaix qui a un petit problème. Et elle a une épine dans le pied, c'est-à-dire que elle se trouve avec un centre-ville qui a du mal à vivre et un quartier, notamment un pâté de maison qui a besoin d'être réhabilité et qui est complètement laissé à l'abandon. Donc les maisons sont abandonnées et la seule solution qu'elle ait trouvée, c'est de les proposer à 1 euro, mais avec une petite contrepartie, il y a toujours une petite contrepartie, c'est qu'il faut les réhabiliter voilà. Et donc derrière il faut les louer. Et ça risque d'être coton parce qu'on sait que le centre de Roubaix, les gens se pressent pas pour venir louer. Ça va sans doute être plus difficile de vendre toutes ces maisons à 1 euro que les Arches de l'Amirauté. Exactement. À Londres. Voilà. Et pour éviter toute spéculation, je crois que le maire de Roubaix souhaite absolument que ce soit des propriétaires. Je crois qu'il faut résider au moins 5 ans. Il faut obligatoirement résider au moins 5 ans. Il s'est inspiré de ce que avaient fait les Anglais à Liverpool, qui avaient, pour 1 livre sterling, en fait, notamment voulu remettre au goût du jour un quartier. C'est une idée qui est très intéressante, effectivement, plutôt de construire, de perdre du temps, si on peut y aller. Alors, après, pour les travaux, ils disent effectivement que ça peut aller jusqu'à 50 000 ou 100 000 euros, mais qu'il y aura des aides derrière. Oui. Ça c'est quand même intéressant. Plutôt, il faut savoir qu'il y a plus de 6 000 personnes qui attendent à Roubaix aussi d'avoir des logements. Il y a énormément de avec temps. une maison à 1 euro, le petit une maison à 1 euro, effectivement, il y a des travaux derrière. Ça ne coûtera pas beaucoup plus cher. Mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'aides sur la réhabilitation, l'éco-PTZ qui permet de faire des travaux. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en œuvre. Mais puisque Olivier citait Liverpool, Liverpool a aussi mis un petit peu de l'eau dans son vin ou dans sa bière, puisque elle a permis à des gens qui sont aussi des investisseurs d'acheter. Donc voilà, elle a compris que de toute façon c'était un monde où il fallait prendre l'argent là où il est. S'exprimer. Alors que là ici c'est a priori pour les primo-accédants et pour les propriétaires. C'est en tout cas ce qu'il y avait. Donc c'est la maison à 1 euro versus les Arches à 180 millions d'euros. Qui dit mieux? À 180 millions d'euros, voilà le grand écart des deux côtés du Channel. On marque une petite pause, on jette un œil sur l'actualité, puis on poursuit ce club de la presse immobilière.